Bonjour Georges. Bonjour Pedro, bonjour à tous. Bonjour. Donc Et aujourd'hui, bonjour à tous on ceux qui est sont déjà dans le chat et tout j'espère à que vous allez fait, je bien. vois déjà 84 personnes, C'est bien. donc pour un début, c'est pas mal. Aujourd'hui, juste une petite intro, c'est, la journée internationale de solidarité au peuple palestinien. Donc je dis bien au peuple palestinien, ni au Hamas, ni, des organisations, peu recommandables, mais bien au peuple palestinien. Donc je pense qu'on peut avoir une pensée, pour le peuple palestinien qui souffre, et qui pour l'instant est très loin de pouvoir atteindre son autodétermination. Mais bon, c'est voilà, alors dit la matinale avec un croissant, vous avez encore les moyens de ce luxe vous. Ça va bientôt changer l'habillage. On n'a toujours pas eu le temps, suite à Kazan et au G20, de retravailler un peu la charte graphique, mais ça va très vite évoluer. Ah, ah, la matinale avec un croissant, vous avez encore les moyens de ce luxe, vous. C'est ce que je disais. Nous sommes des nantis. Oui. Alors, on va commencer par un Bien, on sujet. peut passer au pépito. Et toi, j'ai trouvé un gâteau, yougoslave d'antan, pour t'embêter, tu vas voir. Chou, Ouais, mais le problème, c'est qu'ils étaient tous tu vois, au moins, moi, j'ai des bons gâteaux. Toi, ils étaient tous mauvais. C'est pour ça qu'ils sont pas restés dans l'histoire. Alors, on va commencer par un sujet, donc qui est un double sujet, qui est ce qui se passe, entre la France et l'Afrique, du moins certains pays africains, avec, 2 points importants. Donc, il y a eu une visite, du ministre des Affaires étrangères, heu français, si je ne me trompe pas, au Tchad et boum, il s'en va, la visite est finie et le Tchad rompt ses accords de coopération et de défense avec la France et en parallèle, le président du Sénégal appelle au départ des militaires français de son pays. Alors on l'a vu à Kazan, mais tu vas en parler mieux que moi, Georges. Il y a une vraie hostilité, de nos anciennes colonies, vis-à-vis de nous et en particulier vis-à-vis de la France. Et maintenant, on va dire, ils deviennent de beaucoup moins tolérants, vis-à-vis de notre présence militaire ou, des accords qu'on pouvait avoir avec eux. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est c'est la dernière scène, de cette, terrible pièce de théâtre de la fin de l'influence française, en Afrique, très sûrement, légitime, compte tenu de ce qu'a malheureusement y a fait notre pays et des élites qui nous gouvernent depuis quelques années. Et donc là, on parle quand même de pays qui étaient très, très proches de la France. Je parle du Sénégal, et du Tchad. Sénégal, qui est présidé par Bassirou Diomaye, Faye. Et dans les 2 cas, on nous demande, eh bien de sortir, d'arrêter, enfin qu'on ait plus de présence militaire, dans ces pays-là. Alors ce qui est quand même extraordinaire, vraiment, bon, le cas du Tchad est encore plus extraordinaire. Et il y a très peu de temps, c'est Jean-Marie, Bockel, hein, qui est, un des une sorte de gérontocratie qu'organise, heu, Emmanuel Macron. Jean-Marie Bockel était, je crois il a 78 ans, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui fut socialiste, mais bon, un de ces gens, une de ces un de ces membres du personnel politique, soi-disant de gauche qui a trahi, devenu néolibéral, qui a construit cette Europe, totalement néolibérale, et qui était, un sorte de missi dominici d'Emmanuel, Macron. Et il était, cet été, au Tchad pour évaluer le partenariat militaire, franco-tchadien. Il a dit, bon, enfin, il a fait un rapport tout à fait, inintéressant et secondaire, et ce qui montre, la l'approche catastrophique qu'a Emmanuel Macron, méprisante et stupide, des relations avec les pays africains. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même, Barrot, notre ministre, qui vient d'aller, au Tchad.
d'accord? Il vient d'aller au Tchad, et juste après, le ministre des Affaires étrangères, du Tchad, annonce la fin de la coopération militaire entre la France et le Tchad pour que le Tchad ait sa pleine et entière souveraineté. Alors il faut savoir que actuellement, le président du Tchad est un certain Mahamat Déby. C'est le fils du dictateur Idriss Déby qui a été tué par les rebelles du Nord et il a été, contre l'avis de la population, mis en place par Emmanuel Macron dans un coup d'État, ce qui nous a rendus totalement détestables auprès de la population tchadienne. Donc il faut bien comprendre, la France d'Emmanuel Macron a organisé ou soutenu un coup d'État en Afrique pour mettre en place le fils d'un dictateur. Bon, ça c'est pour les doubles standards, c'est un sujet qui nous intéresse ici, Pedro, les doubles standards et la farce que cela représente de donner des leçons, parce qu'en même temps Emmanuel Macron donne des leçons, parce que quand les pays où ça ne se passe pas dans le sens géopolitique de l'Occident, des États-Unis ou de l'Union européenne, là c'est pas bien. Mais faire un coup d'État pour mettre un dictateur, là, c'est bien. Bon, c'est visible à tout le monde et c'est ridicule, mais en plus, il n'y arrive pas, puisque c'est cela même qu'il a aidé à s'installer au pouvoir par un coup d'État, euh, eh bien, qui lui dit d'aller au diable. Il faut bien comprendre que la France, pardon, que la Russie n'a pas été présente au Tchad pendant quasiment 5 décennies. Il n'y avait même pas d'ambassade. Et là, non pas spécifiquement par une offensive diplomatique russe, mais par la nullité totale et absolue de nos ministres des Affaires étrangères, d'Emmanuel Macron, nous perdons toute influence dans les pays africains, y compris les plus anciens, avec lesquels on était le plus anciennement alliés, et qui ramasse ses morceaux, encore une fois, la Russie. Car Mahamat Déby était allé il y a quelques mois, on en avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens, Pedro, euh, où il était allé à Moscou rencontrer Vladimir Poutine et parler de la grande fraternité entre lui et Vladimir Poutine. Alors, en général, quand on commence par sortir ce genre de phrase, c'est que les choses sont mal embouchées, ça va mal se passer et il s'est exactement passé ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire eh bien, l'éviction définitive de la France du Sahel. Alors, on remerciera jamais assez Nicolas Sarkozy. Quand même, c'est un champion avec cette guerre absurde et stupide contre le régime de Kadhafi, qui n'a apporté aucune démocratie, mais un chaos total. Le recul économique social, civilisationnel de la Libye, des conflits à n'en plus finir dans ce pays, dans tout le Sahel, le réarmement massif de divers groupes djihadistes et l'effondrement définitif de la France dans cette zone du monde, puisque nous sommes en plus en train de rompre définitivement toutes les relations avec l'Algérie. Bon, donc c'est un, c'est un 100% catastrophique pour Emmanuel Macron. C'est du jamais vu et il fallait quand même le souligner. C'est voilà, c'est terrible. Rappelons qu'Emmanuel Macron a été le fossoyeur de la diplomatie française quand il arrive, quand il devient président en 2017. Il reçoit malgré tout, malgré le retour dans l'OTAN, dans le commandement intégré de l'OTAN de Nicolas Sarkozy, malgré toutes les pressions de la Commission européenne pour s'aborder notre système diplomatique, il hérite du deuxième corps diplomatique au monde. Deuxième, après celui des États-Unis, et bien il l'a sabordé comme il saborde la préfectorale. Et on voit ce magnifique résultat. Bon, alors, ça ne nous surprend pas avec Pedro, parce qu'à Kazan, on avait rencontré beaucoup de délégations de, 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 de représentants d'Afrique de l'Ouest, de pays d'Afrique de l'Ouest, et ils ne supportaient plus ni le mépris de la France en général, et en particulier d'Emmanuel Macron, ni des leçons données, ni des doubles standards.
ni finalement, du manque d'aide réelle au développement. Heu, car, eh bien, il y en a eu fort peu. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'ONG, beaucoup d'argent saupoudré un peu n'importe comment, beaucoup d'aide à des dictateurs, beaucoup de corruption, mais peu de travaux d'infrastructures massives, de développement sérieux de ces pays-là. Ce que fait malheureusement, la Chine, ce que font les BRICS avec leur nouvelle banque de développement. Ce n'est pas étonnant qu'on soit de cette manière-là, balayé, voilà. C'est tragique, mais peut-être que ça nous permettra dans l'avenir de nouer de nouvelles relations, heu plus respectueuses avec, les pays africains, mais il y aura beaucoup, beaucoup de travail diplomatique. Mmh. Je vois que Fifi70 justement dit: «L'Afrique francophone ne veut plus des Français». Ce qu'on constatait à Kazan, c'est que, beaucoup lamentaient cet état de fait parce qu'ils disaient: «On est francophone, notre partenaire naturel, c'est la France et le fait de devoir se tourner vers la Chine ou la Russie, pour eux, c'est contre nature, mais on leur a pas laissé le choix». C'est le constat qu'ils font. C'est que c'est nous qui les avons poussés dans les bras de la Chine et de la Russie et en gros, on continue à s'enfoncer dans notre mépris et pas voir ça. Ils ont même Tu pas as eu raison besoin de de faire beaucoup d'efforts. Tu as vraiment raison de le préciser, Pedro, parce que, le narratif qui va être fait, c'est: «Ah, c'est les Russes», voilà. C'est les petits hommes verts, russes qui ont fait, je sais pas quoi, qui ont payé, qui ont corrompu, qui ont envahi. Évidemment, les Russes, essayent d'étendre leur zone d'influence, tout le monde le fait. Puis surtout, s'ils peuvent nous nuire, ils ne vont pas s'en priver. Et de toute façon, ils avaient prévenu il y a déjà des années, hein. Ça sera le prix à payer de leur côté pour les sanctions et le fait qu'on envoie des armes qui tuent leurs soldats dans une guerre où la France n'a aucun intérêt et où elle a perdu énormément en Russie, comme on l'a vu dans l'interview avec Gilles Rémy qu'on a fait à Moscou, qui nous a expliqué les pertes colossales de la France euh, liées aux sanctions, perte de parts de marché très très importantes qu'on avait en Russie. Bon, c'est évident que les Russes vont nous tailler des croupières, mais encore une fois, tout ça est d'abord de la faute de nos dirigeants. On se rappellera quand même Emmanuel Macron, ses beaux voyages au Burkina Faso où il se moque du président devant ses étudiants. Imagine-t-on, qu'un président en fait, il faut toujours imaginer l'inverse. Imaginons un président, étranger venant en France, invité à faire une conférence à la Sorbonne devant des étudiants, c'est intéressant, c'est sympa et puis là, le président invité se moque ouvertement d'Emmanuel Macron, en lui disant: «Je sais pas, allez, vous vous sentez pas bien, mais allez vous faire consoler par Brigitte», par exemple. C'était à peu près du niveau. L'attitude insupportable qu'il a eue avec le président de la République démocratique du Congo, on nous a beaucoup parlé à Kazan, cette manière de négocier le bout de gras devant les journalistes et essayer de donner des leçons, au président Tshisekedi, pour après finir dans une boîte de nuit à moitié sous, sur une table recouverte de bière. Non mais franchement, ouais, enfin c'est ça l'image qu'on a. Merci Macron. Ouais, non, c'est ça se passe de commentaires. C'est de toute façon, il faut reconstruire totalement notre appareil diplomatique, heu et repartir, on va devoir repartir de très loin, mais c'est essentiel. C'est si on n'a plus de diplomatie, ça sert même à rien de discuter ou de vouloir faire des conférences de paix ou de trucs, ce que Macron veut faire en gesticulant à chaque fois, ça devient ridicule. On ne prend pas au sérieux. D'ailleurs, Gérard Araud, se mord bien les doigts. Gérard Araud est un de nos grands diplomates français. Il passe de temps en temps Mmh. sur les différents médias français ou internationaux. Donc, vraiment un très grand diplomate, hein. Il a été représentant de enfin, ambassadeur de France, entre autres à New York, pardon, à Washington. Qu'est-ce que je raconte? À New York, il était à l'ONU. Il a été le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron en 2017 et il s'en mord les doigts et il est un des plus grands critiques d'Emmanuel Macron, en particulier de sa destruction du corps diplomatique français. Voilà, il fait partie de ceux qui ont fait l'immense erreur de croire en Emmanuel Macron, euh, mais il fait partie de ceux qui, par exemple, pourront rebâtir un corps diplomatique efficace, mais ça prendra du temps. Et surtout, il faudra éviter d'avoir des, des médiocres politiciens comme Jean-Marie Bockel,
corrompus, des traîtres à leur propre cause, des gens qui ne poursuivent que même vieillards, que des petits postes, pour aller, être envoyés comme émissaires et plutôt d'avoir, eh bien, des gens qui connaissent le pays, qui connaissent la langue, qui respectent ces populations et donc qui seraient les mieux à même, de mener des négociations et de d'étendre, notre influence, nos échanges dans ces pays-là. Alors le deuxième sujet, c'est un sujet un peu triste parce que hier, on parlait, du cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui a été, je crois même pas duré 24 heures puisque Israël a recommencé à bombarder le Liban. Qu'est-ce que tu en penses, Georges? Oui, on en parlait hier, je pense que le gouvernement Netanyahou, et Netanyahou lui-même est aux abois. Il faut savoir quand même que Netanyahou est poursuivi non pas seulement par la Cour pénale internationale, mais il est poursuivi en Israël par un juge israélien, par un juge juif, non pas pour les affaires précédentes, parce que dès qu'il va sortir, et j'insiste sur israélien et juif, les amis, parce que il y a suffisamment de critiques qu'on serait, dès qu'on critique Netanyahou, on serait antisémite. Donc c'est complètement absurde. Il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent contre lui, des réservistes qui n'en peuvent plus. L'armée israélienne a beaucoup de mal à recruter. Donc un juge israélien qui l'a mis en accusation alors qu'il est Premier ministre pour trahison. Parce qu'il a révélé des documents euh, euh, selon lesquels il n'en a relevé qu'une partie des documents trouvés par l'armée israélienne. Le cas est important. L'armée israélienne a trouvé des documents à Gaza durant l'offensive, documents de 3 pages. Et sur la première page, le chef du Hamas, le chef militaire du Hamas, aurait voulu sortir les otages israéliens pour les amener en Égypte et après les amener en Iran. Alors, en fait, c'était une proposition qui lui a été faite à Noir par quelqu'un, mais il a refusé. Mais ça, c'est sur la deuxième page. Il a refusé, il a dit non, ça sera un levier de négociation avec Netanyahou et on les garde à Gaza. Et donc, Netanyahou a fait fuiter ce document, il n'avait pas le droit. Et deux, il a menti parce qu'il n'a parlé que de la première page. Donc, il a fait de la manipulation de sa propre population en disant que le Hamas voulait faire sortir les otages hors de Gaza pour les emmener en Iran, c'est donc ce qui était faux. Et donc, il est mis en accusation dans son propre pays. Encore une fois, il y a une série de casseroles graves qui le poursuivent. Donc, il est aux abois. Et il est aux abois parce que la situation de l'armée israélienne est très, très mauvaise. Il y a 5 jours, ils ont engagé la dite brigade d'élite, 7e brigade blindée au sud Liban. Les choses se passent très, très mal. Les pertes sont assez importantes côté israélien. Et le cessez-le-feu était une manière de s'en sortir. Mais l'objectif, quand même, de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite est toujours d'occuper d'une manière ou d'une autre le sud Liban. Et donc, il tangue entre une sorte de cessez-le-feu pour tenter de recompléter leur système de défense du dôme de fer et en même temps vouloir continuer à avancer au sud Liban. Donc, ce cessez-le-feu, bah, ça va être comme celui de 2006, hein, on en avait parlé hier. Ça va être du ping-pong entre un début de cessez-le-feu, puis une sortie du cessez-le-feu, puis re-rentrer dans le cessez-le-feu. Ça peut durer comme ça longtemps. Oui, non, tout à fait. C'est ce qui est terrible, c'est-à-dire que, c'est aussi une question on parlait de diplomatie juste avant, de crédibilité des dirigeants. Quand on signe des cessez-le-feu, il faut savoir les respecter. Sinon, bah, on n'a plus aucune crédibilité à en signer. Enfin bref. L'autre sujet, alors qui est un sujet, plus français. Ah, bon, alors la page s'est rafraîchie. C'est, le sursis pour 2 pompiers, qui auraient abusé donc, alors je dis bien «auraient» parce que le problème c'est que, bah, la justice. Maintenant, ils ont reconnu.
Oui, ils ont reconnu. Oui, oui, tu as raison. Pardon. Ils ont C'est été condamnés donc. Oui, tout à fait, mais Tu à co des peines avec tu co sursis. oui, Pardon, mais pardon. tu comprends que sursis est une condamnation, Oui, oui, Pedro. oui, oui, non, non, mais c'est Il bon, s'est totalement condamné, c'est bien ça qui s'est passé. j'ai voulu prendre des gants, Bah, il faut justement pas prendre des gants. autant pour moi. Voilà, et ce qui est grave, c'est qu'on voit à nouveau dans des cas, d'agression sexuelle qu'en fait les peines, sont, pas à la hauteur du traumatisme subi par la victime et de la gravité, des faits. Moi, je pense justement, j'ai vu les réquisitions pour le procès de Mazan et en fait, le max, c'est 20 ans. C'est-à-dire que, le mari, je crois de madame Pellicot qui a commis toutes ces atrocités, au max, il aura 20 ans et donc avec bonne conduite et cetera, bah, au bout de 10 ans, probablement, il peut s'en ressortir et Oui, c'est mais dans le cas de bon, 20 ans, c'est du pour viol, c'est déjà une bonne condamnation, pour le coup, moi je oui, dirais. mais pas un viol, vu le nombre Oui, oui, de mais c'est une affaire, et compte tenu de son âge, ça veut dire qu'elle va mourir en prison, bah, ce s'il qui est sort une dans bonne 10 chose. ans, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas assez, un cas, comme celui, de Gisèle Pelicot, ça devrait être En tout cas, perpétué. cette affaire des pompiers, c'est un cas, la Gisèle Pelicot, parce que c'est celle qui a subi les viols, cette, Julie, Mmh, a subi, alors, c'est un peu comme madame Pellicot, soi-disant des relations sexuelles, c'était la défense de ceux qui, avaient, des relations sexuelles consenties, mmh, et donc c'était toute la question du consentement qui était là également dans le procès, hein, beaucoup mmh, dans le procès de madame Pellicot, c'est ce qu'ils disent aussi. En fait, elle était consentante, on n'a pas l'impression qu'elle ne voulait pas, enfin bref. Ils essayent de faire passer ça comme, un jeu sexuel, donc entre adultes consentants, ce qui n'est pas le cas, et là non plus, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que dans le cas de cette, jeune femme, elle avait 15 ans. C'est une autre forme d'horreur. Alors aujourd'hui, il y a une loi qui considère que de toute façon, il n'y a pas consentement avant un certain âge. Donc selon la nouvelle loi, ils auraient été condamnés beaucoup plus durement. Ça, c'est une chose à savoir. L'autre chose à savoir, c'est que, cette, jeune femme devait subir avait un problème, j'ai pas très bien compris lequel, enfin, une sorte de problème cardiaque respiratoire compliqué qui nécessitait souvent des allers-retours à l'hôpital, et les pompiers intervenaient régulièrement. Ce qui fait que cette brigade des pompiers s'est retrouvée de nombreuses fois chez elle. D'où les multiples relations sexuelles avec des, pompiers, non consenties. Les relations sexuelles ont été consenties, pardon, ont été reconnues par, les pompiers, en particulier le principal accusé, et ils ont finalement été condamnés. Mais il faut savoir aussi, donc elle était mineure, que c'était à répétition, ça a duré des années, et que l'enquête elle-même a duré 9 ans. Rien que ça, c'est délirant. Comment on peut avoir 9 ans d'enquête? Toutes les affaires judiciaires en France prennent un temps démesuré. Alors, on comprend que la justice ne peut pas avancer, se faire en 2 mois, mais quand on voit que des procès liés au Bataclan pareil, des années après, que des affaires importantes, qui ont perdu même qui sortent parfois de la conscience, reviennent, mettre autant de temps, c'est terrible, et pour des victimes, mais c'est 9 ans, non seulement avoir dû subir des violences sexuelles, mais en plus des années d'enquête pour arriver à quoi? À une condamnation, donc une reconnaissance qu'elles avaient bien raison, que ce n'était non consenti, mais et alors que c'était une mineure de 15 ans, de la prison avec sursis. On pensera à ce juge, qui connaît bien le système et qui a beaucoup d'amis dans le système judiciaire du côté en Gironde, qui avait vendu sa fille sur des réseaux sociaux pour qu'elle soit violée. Prison avec sursis. Donc rien. C'est ahurissant. Alors qu'on va avoir bientôt les journées, contre les violences faites aux femmes, mais ça commence là, en fait. On a un vrai problème dans ce pays, avec ces questions de viol, et les sanctions qui vont avec, elles sont nulles, et même quand les gens font les procédures. Imaginez-vous un seul instant, vous avez une fille, elle subit ça. Derrière, il faut l'aider, il faut reconstituer sa vie, et il faut faire 9, 10 ans de procédure judiciaire. C'est une vie 2 fois détruite.
et à la fin, on vous dit: «Ah oui, ils sont coupables, ils vont prendre 3 mois avec sursis». Bah, je suis étonné qu'il y ait pas plus de pères qui règlent leur compte, autrement. Oui, non, c'est honteux. En plus, comme tu l'as dit, c'est ça veut dire c'est des faits qui remontent il y a 14 ans. C'est-à-dire qu'on parle d'une, jeune femme qui maintenant est adulte et effectivement, ce qui est assez, terrible dans cette histoire, c'est que les pompiers ne pouvaient ignorer. Contrairement, on va dire, à quelqu'un de normal qui pourrait dire: «Ah ben je ne comprends pas, le traitement médical». Eux, par leur entraînement, ne pouvaient ignorer les, traitements lourds que subissait cette jeune femme et donc l'altération de conscience qu'elle avait liée à ces traitements. Parce que quand, vous êtes face à quelqu'un et vous savez que cette personne est sous opiacés, par exemple, on sait que la personne, elle est pas dans son état normal et donc on peut pas nier et voilà, c'est 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 insultant même, on va dire, pour les victimes, et après on se demande pourquoi les femmes veulent plus porter plainte pour viol. Bah, si c'est pour attendre 9 ans pour avoir rien derrière, c'est vrai que bon, bref. Alors je vois que certains me reprochent d'être méchant. Alors je sais pas si être méchant avec des violeurs, c'est être méchant. Heu, oui, effectivement, je n'ai aucune tolérance pour ce genre de personnes. Alors, il y a plusieurs questions intéressantes. Donc oui, c'était j'adore votre chaîne, Pedro, pas toujours sympa, bon, je sais pas pourquoi. Hem, question, c'est Hugo Jude, question d'un non-juriste. C'est quoi le max prévu par le code pour viol avec récidive? Heu, je ne suis pas juriste non plus, mais il me semble que pour viol avec récidive, on est normalement dans du 20-30 ans, parfois ça peut être la condamnation à réclusion à perpétuité, mais c'est très rarement prononcé. Donc on a un vrai souci. Hem, Ça me permet de rappeler que nous avons toujours été pour une modification profonde de la législation, afin que les crimes faits aux personnes, à savoir, évidemment les viols, les agressions, sexuelles, poussées, les tabassages, les, meurtres, soient beaucoup plus sanctionnés que les crimes faits aux biens, c'est-à-dire les vols, les cambriolages et ainsi de suite. Il y a actuellement dans le droit français un défaut structurel où, tout ce qui est les atteintes faites aux biens sont, quasiment autant sanctionnées que les atteintes faites aux personnes et bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Heu, oui, vous avez rappelé, Sylvie Leroy, bah, j'en ai parlé, le juge, heu, qui avait mis sa fille aux enchères pour être violée. Bon, enfin, aucune condamnation effectivement. En tout cas si, il faut enfin une condamnation formelle, heu, du sursis. Mais il y a un journaliste là qui vient d'être condamné, 700 viols. Ouais. 700, je sais même pas, Je sais pas comment c'est faisable en fait, mais bon. Bon, Nervesta, OK. Hello Kuzma Pedro, républicain souverain. Yes. Voilà, donc c'est un sujet qui, voilà, qu'on juge important, on en parle régulièrement. Heu, on parle également, de ce qui est fait, ce qui peut être fait, à des mineurs. Là, c'est le cas et c'est insupportable. Et donc pour le moment, les sanctions ne sont pas suffisantes et j'espère que là, y compris certains de gauche, ceux qui, légitimement défendent les droits des femmes et les femmes qui subissent des viols, accepteront que la justice est bien laxiste. Très, très, alors très laxiste je même. suis pas d'accord avec toi sur cette notion-là pour le principe que c'est les peines max, c'est le droit et souvent ils appliquent une peine max, c'est juste que la peine max est pas assez élevée. C'est C'est une le forme de laxisme de la Oui, justice. oui, mais c'est un laxisme, on va dire le juge ne fait si le juge ne peut mettre que 10 ans et qu'au bout de 5 ans, il est obligé de libérer la personne. Alors quelque chose me dit Pedro que mettre sa fille, sur les réseaux sociaux et proposer qu'elle soit violée, heu, ça doit être sanctionné, ça même dans le code pénal, ça doit être Ah oui, non, on non, doit mais non, prendre mais plus cher. Donc là, on on est a bien du vrai d'accord. laxisme, donc on a vraiment, vraiment du laxisme et là, reconnais, c'est des pompiers Pedro. Ils Je sont sais. non seulement c'est pas juste déjà, c'est pas normal quand c'est une personne normale, mais là, c'est des gens c'est des forces de l'ordre. Ils détiennent une autorité d'État, ils ont un uniforme, ils insultent leur uniforme, donc le drapeau. Donc c'est aggravant. Ils l'ont reconnu.
Ça a été fait sur une mineure. C'est dingue! À plusieurs. Et résultat des courses, c'est, de la prison, non ferme. Mais qu'est-ce que tu veux que ce soit plus que laxiste? Même le mot est un euphémisme. Non, mais Désolé, c'est laxiste, je suis totalement. entièrement d'accord avec toi. C'est comme, les peines pour corruption en France, hein. Si on parle de laxisme, les peines pour corruption sont risibles. Il y a des pays qui emprisonnent, qui même appliquent la peine de mort. Par exemple, la Chine sur les cas de corruption. En France, Ah, c'est Julien désolé. écrit le sursis pour le coup, ils auraient pas pu si, ils auraient pu prendre plus, c'est bien ce qu'on dit. Voilà. Voilà. Alors on va parler d'un autre sujet qui est, Et oui, Happy Fouchakoul l'écrit plusieurs fois. Dans l'affaire Mazan, il a bien raison, il prend la peine maximum parce que c'est médiatisé, c'est clair. Parce qu'il y a un peu de médiatisation. Mais c'est pas toujours, le cas, hein, Happy Fouchakoul. Le cas du juge qui, a mis sa fille, aux enchères pour être violée sur les réseaux sociaux, enfin qui l'a mise aux enchères sur les réseaux sociaux pour être violée réellement, bon, ça a été un peu médiatisé, mais, rien, pas grand-chose. Allez. alors on va passer au sujet d'après qui est donc, Notre-Dame va bientôt réouvrir et donc, c'est Emmanuel Macron, compte bien capitaliser, sur peut-être la seule, victoire de son, double quinquennat. Je sais pas si on peut dire une victoire parce que je suis pas sûr qu'il ait pour grand chose, mais puisque c'est les milliardaires qui ont mis les sous et les compagnons du devoir et cetera qui ont reconstruit. Mais on sent bien qu'il a besoin, de s'accaparer un peu de cette victoire ou du moins de cette reconstruction. Qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus? Eh bien, oui, il faut quand même, bon, voilà, on critique suffisamment Emmanuel Macron et il on a raison sur les affaires internationales, sur l'économie, sur la situation de guerre en Ukraine pour lui reconnaître, certaines choses. Il a quand même là, donné une impulsion, c'est son boulot, il l'a bien fait. Et effectivement, je salue, et on salue ceux qui ont, permis, à Notre-Dame de Paris, qui rouvrira dans une semaine, de revivre, alors qu'elle a failli disparaître. Là, j'ai lu, des très longs articles sur les charpentiers, donc les compagnons du devoir, qui ont refait à l'égal la charpente, en bois de Notre-Dame de Paris, et ils l'ont fait, en reconstituant des outils médiévaux. Ils l'ont fait avec les techniques d'antan. C'est assez incroyable. Donc, bon, de toute façon, on est toujours très fasciné ici par, ces maîtres de l'artisanat que sont les compagnons de devoir. Ils font un travail fantastique. Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux, on devrait beaucoup plus les valoriser et qu'il y en ait plus en France parce que c'est un savoir-faire extraordinaire. En tout cas, ils ont refait la charpente à l'identique, vraiment chapeau bas. Donc voilà, bon, Macron en retire quelques avantages. On peut saluer aussi, hein, il a quand même réussi un certain nombre de choses, en particulier les panthéonisations. Là, il propose Marc Bloch? Marc Bloch. Bon, c'est étrange parce que Marc Bloch a écrit L'étrange défaite en parlant de la campagne de mai-juin 1940 et Emmanuel Macron est le parangon de la nouvelle défaite française. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, il y a cette panthéonisation. C'est une bonne chose, je pense, pour la nation. Voilà, donc on ne va pas se plaindre que la Notre-Dame de Paris revienne pour les Parisiens. Par contre, on va se plaindre d'une chose, c'est la proposition que fait Madame Rachida Dati de rendre l'entrée payante. C'est vraiment n'importe quoi. C'est complètement contraire au principe d'accueil, justement, qui existe depuis le Moyen Âge. Dans les églises, il y a des gens qui veulent, il n'y a pas que des touristes, il y a des gens qui veulent y aller pour prier, pour se recueillir. C'est un bien commun qui est financé pas seulement par des milliardaires, Pedro, il est financé aussi par des gens qui ont contribué, dont moi. J'ai mis mon petit obol, comme beaucoup, beaucoup de Français. Parce qu'il y a des milliardaires qui ont annoncé qu'ils mettaient de l'argent, puis qui finalement l'ont pas mis, hein, comme souvent. Donc d'abord un salut à tous les Français qui ont mis leur petit
contre leurs contributions, et puis c'est aussi payé par nos impôts. Donc voilà, ça n'est pas une question de milliardaires. Pedro, je te trouve étonnant dans la défense des milliardaires qui, soi-disant, sauvent tout alors qu'ils ne sauvent pas grand-chose. Non, tout à Il fait. faudrait payer Alors, un peu plus d'impôts, peut-être. pour info, avant l'incendie, Notre-Dame avait deux parties. Il y avait une partie effectivement, où tu pouvais, rentrer gratuitement, et il y avait une autre partie qui était déjà payante. En particulier, tout ce qui était visite de la nef et cetera. Il y avait certaines parties, de l'église qui étaient déjà payantes. Bon après, la marchandisation des lieux de culte, ça existe dans pas mal de pays. C'est très dommage que ça commence en France parce que, beh, les églises, peu importe qu'on soit chrétien, musulman, juif ou athée, ça fait partie du patrimoine, et que le patrimoine, il doit être à tout le monde et il doit pas être juste pour les touristes. Heu, On a une remarque de Happy Fouchoku, qui a raison. On a encore des filières d'excellence en France, heureusement. Le problème, c'est qu'on n'a plus de filière normale pour faire tourner une économie. Oui, on a des gens remarquables, mais la masse manque cruellement. Allez, la suite, Pedro. alors, on passe au sujet d'après, qui est, alors, il y a beaucoup de débats, sur le Et Hypatie précise que les milliardaires sous Macron ont doublé leur fortune en milliards. En fait, ils ont fait plus 476% en 15 ans. Donc, personne n'est d'accord avec ta remarque sur les sauvés par les milliardaires, Pedro. non, mais c'était une boutade, Non, c'était non, c'était pas une boutade, t'as tort. Point. Allez. non, mais parce que je vois bien, comment ça s'appelle? Notre-Dame, c'est, financé par LVMH, tu Ah, vois? le capitalisme privatise tout, exactement. Nous écrit Gérard Borde, même Dieu. Ouais, tout à fait. Donc, on voit, Marine Le Pen qui, fait les gros yeux à Michel Barnier, puisque, pour éviter la censure. Ouais, je crois que ça devient grotesque, hein. Hier, c'était, Jordan Bardella qui disait: «Faut pas que Michel Barnier abuse» et cetera. Quand on veut prendre le pouvoir et qu'on aspire à diriger la France, on met pas des ultimatums comme ça, on prend le pouvoir. C'est ce côté, un peu, faire la maman, qui gronde le petit garçon qui ferait des bêtises, ça devient ridicule, et je pense que les Français, sont pas dupes, que, bah, le Rassemblement national ne veut pas prendre le pouvoir en France, et est très content de la position, qu'il occupe, qui lui permet, de s'enrichir bien sans avoir à, prendre le risque de redresser le pays. Mais bon, tu as peut-être un autre avis, Georges? Quand Allô? on verra ce qui va en être mercredi. Est-ce que le RN est dans une position compliquée, hein, en vérité. Soit ils votent la dissolution Mmh. du gouvernement et ils sont en conformité avec ce qu'ils défendent, soit et ils se retrouvent dans une situation complexe, et ils mettent le pays dans une situation complexe, c'est-à-dire sans gouvernement. Alors, c'est déjà dur comme ça, mais sans gouvernement, ça sera encore pire. Donc, sans budget, avec une reconduction du budget de l'année dernière, bon, ce qui aggraverait la situation déjà catastrophique dans laquelle on est. Euh, soit ils ne font pas ils ne votent pas la dissolution du gouvernement, et dans ce cas, ben, ce sont des castors. Voilà. C'est comme les castors de gauche. Et on aurait cette particularité étonnante d'un, d'un ultracentrisme, l'extrême centre, qui se maintient au pouvoir, qui maintient Macron et les siens au pouvoir, avec à chaque fois le soutien, soit de la gauche et l'extrême gauche, soit de la droite et l'extrême droite, pour qui aurait peur de ceci ou de cela, de l'autre côté, et qui eh bien, sacrifie la France sous des prétextes fallacieux. La réalité, et là je suis totalement d'accord avec toi, c'est que je pense que, et en particulier le président du RN, dont le nom tout à coup m'est sorti de la tête, Jordan. Jordan Bardella, n'a pas le début du commencement d'une idée de la manière dont on pourrait sortir le pays de l'ornière économique. Et en fait, de la même manière que après la dissolution, il serait très 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 embêté
d'avoir, le pouvoir. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors certains parlent justement que le conflit entre Le Pen père et Bruno Maigret venait de là. Le premier ne voulait pas le pouvoir et l'autre voulait. Et effectivement, on voit, que l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation confortable, mais ils veulent pas prendre de risques. Aujourd'hui, diriger le pays, vu l'état lamentable dans lequel il est, pour n'importe quel, mouvement politique, c'est être sûr d'avoir, des oppositions très fortes de la population, d'avoir, une partie de l'oligarchie financière contre soi. C'est très compliqué. Il faut avoir du courage. C'est ceux qui redresseront le pays, je vais pas dire que c'est des saints, mais ça va être très compliqué parce que, ça va être très violent, mais il faudra le faire. Et pour ça, bah, comme je l'ai dit, il faut du courage et apparemment c'est une valeur qui manque à certains, des dirigeants et surtout à ceux qui, soi-disant, veulent prendre le pouvoir et qui, dès qu'ils arrivent devant, Non, mais je dirais et pas, vu la vie qu'elle a eue, je dirais pas que Marine Le Pen manque de courage, juste elle a pas d'idées. Ce sont en vrai, ce sont des ils ont deux trois idées, vaguement et encore sur l'immigration, mais sur l'économie, ils en ont aucune. D'abord, ils ont changé plusieurs fois de programme, heu et juste, je pense qu'ils ne savent pas quoi faire. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui comme tu dis, la situation, enfin, redresser la France va être très difficile, va demander à être inventif. Ça va pas être simple et ça va demander, voilà, sortir des idées convenues. Et quand on regarde Jordan Bardella, ce qu'il propose au niveau économique, franchement, c'est du sous Thatcher, ça a déjà été fait il y a 40 ans, enfin, c'est non, ça a mené là où on en est. Bon, franchement, si c'est pour avoir ça, voilà. alors, sur un tout autre registre, hier, on en a parlé un peu, donc Emmanuel Macron s'est fait moucher par, Lula qui lui disait que c'était pas lui qui décidait, dans l'accord du Mercosur, mais c'était bien Ursula. Et là, donc on a un article: «Si la France réussit à réunir suffisamment de pays opposés au traité de libre-échange, il pourrait le bloquer». C'est Moi, je trouve ça très cocasse, alors que la France a poussé et Emmanuel Macron a poussé pour cet accord depuis autant de temps que d'un seul coup, espèce de retournement de veste et: «Ah bah, finalement, c'est pas bien, l'accord avec le Mercosur». Alors peut-être qu'il aurait fallu, avant de commencer à négocier, y réfléchir, mais voilà. Donc est-ce que tout ça n'est pas que de la gesticulation, politique de Macron pour faire semblant qu'il est contre, alors qu'il était largement pour pendant, les, 8 dernières années? Et c'est très exactement ce qu'on a dit hier, Pedro. Mmh. C'est de la communication. Hier, le président Lula lui a rappelé, à Emmanuel Macron que, ce n'est pas lui à décider, ce n'est pas la France, c'est la Commission européenne. Et c'est très exactement ce qu'ont voulu tous les gens qui ont pu, de gauche ou de droite, qui ont construit cette Europe, cette Union européenne néolibérale, libre-échangiste, qui se place au-dessus de la souveraineté des États-nations, en particulier de la France. C'est ce que Macron a toujours voulu. C'est lui qui veut construire la souveraineté européenne. Eh ben, il l'a. Donc, c'est effectivement de la communication, de la poudre aux yeux. Il ne peut rien faire et c'est en contradiction totale avec ce que, encore une fois, ce qu'il a voulu. Donc, c'est QFD. Donc, ça fait de la com, ça fait discuter, ça fait du papier, ça, voilà. On a des journalistes qui font semblant que quelque chose sera fait. Or, bon, l'Allemagne, elle, veut ce Mercosur et avec elle, elle emmène tous les États d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, plus l'Espagne, plus le Portugal, qui pour des raisons qui leur sont propres, le veulent aussi. L'Allemagne surtout, donc, avec les États d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qui lui sont inféodés économiquement, puisque c'est le capital allemand qui contrôle le gros des industries d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, euh, qui sont intégrées à l'économie allemande. Vu leur situation très, 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 très difficile, en particulier due au manque d'apport du gaz naturel russe, eh bien, bon marché, eh bien, ils ont besoin de débouchés pour vendre leurs machines-outils, leurs voitures,
ce qu'ils font moins en raison de l'augmentation des coûts et le Mercosur serait un moyen de donner un ballon d'air. Donc ça va passer parce que de toute façon, il y a beaucoup plus de lobbyistes allemands à Bruxelles que de lobbyistes français. Voilà, Macron reçoit ce qu'il voulait. Il voulait la souveraineté européenne, il l'a. Et Et ça va détruire un peu plus nos agriculteurs. que je sache, Ursula n'est pas vraiment, du Bourguignon ou, de la Franche-Comté. Enfin bref, Non seulement elle n'est pas bourguignonne et de la Franche-Comté, elle est allemande. Dans sa famille, toute une série de gens, qui ont été du très, très mauvais côté du Manche durant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient dans la SS et elle est elle-même absolument et totalement atlantiste et sert d'abord les intérêts des États-Unis. Donc on a quelqu'un de formidable et je crois que notre invité est arrivé. alors avant qu'on passe à notre invité, il y avait, un petit sujet, sur la question, de la Géorgie. La Géorgie donc, qui, a décidé de ne plus, de suspendre, tout son processus d'adhésion, à l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, la situation en Géorgie, est tendue, c'est l'autre front, de l'affrontement Russie-OTAN. Ça avait commencé au sommet de l'OTAN de 2008 où George W. Bush Junior donc, avait insisté pour que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN et se rapprochent par voie de conséquence de l'UE. C'est comme la Moldavie, c'est le terrain d'affrontement. Les Géorgiens, contrairement à ce qui est dit dans un certain nombre d'articles ici, sont maintenant ont voté très clairement pour le rêve géorgien, pour ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et le fait est qu'ils sont entourés de pays BRICS, on en avait parlé ici, ils sont entourés par la Russie, par l'Iran, par l'Azerbaïdjan, euh, alors, la Turquie n'est pas un pays BRICS, mais a participé au sommet de Kazan et a demandé son adhésion, y compris dans les BRICS, même s'il est dans l'OTAN. La Géorgie est très très loin de l'Union européenne et elle est dans une situation où il y a déjà eu un conflit avec la Russie en 2008 lorsque Saakashvili, qui est en prison en Géorgie, avait lancé une offensive en plein Jeux olympiques pour récupérer, enfin, contre des territoires séparatistes, entraînant l'intervention de l'armée. Là, Nicolas Sarkozy avait pu jouer un rôle assez important, avait pu jouer un rôle assez important, n'étant pas revenu dans le commandement intégré de l'OTAN pour éviter à la Géorgie ce qui s'est passé, ce qui se passe avec l'Ukraine. Et vu ce qu'il se passe en Ukraine, vu le conflit, vu les conséquences pour ce pays et vu l'état de l'économie en Europe, vu la distance, vu le fait qu'elle est entourée de pays BRICS, ça semble pas complètement illogique. Donc je pense que les Géorgiens vont se donner le temps de réfléchir, de voir l'évolution tant des BRICS que de l'Union européenne, en particulier dans un contexte de crise économique important en Europe, avant de prendre une décision. Merci Georges. Alors, il y avait, juste, je voulais passer, un dernier petit point, mais qui est pas vraiment, pour faire un commentaire, mais qui était plus une remarque, générale pour nos auditeurs sur le traitement, de l'information en France. Donc on voit, donc dans le monde, donc il y a quelque chose qui se passe en Syrie, pour l'instant qui est assez flou et donc on voit, donc une vaste attaque djihadiste près d'Alep et sur Libération, la rébellion anti-Assad à l'assaut du Nord-Ouest. Et donc, on voit effectivement, en fonction des biais, que chacun veut y mettre ce qu'il veut, alors ils le mettent ici que c'est bien les islamistes. Mais quand même, on met en avant, et c'est le bordel qu'on a fait depuis le départ en Syrie, c'est-à-dire de pousser des djihadistes contre Bachar al-Assad, c'est-à-dire de remplacer le mal par le mal. Bon, je pense qu'on va observer dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer puisque Non, c'est c'est très pas remplacer le mal par le mal, c'est la même chose qu'en Libye. Et d'ailleurs, heu, c'est monsieur Chouet qui était, en poste, qui était le chef de poste, DGSE, en 2011,
2010-2011 en Syrie, qui avait dit exactement les choses. Il avait dit: «On ne va pas aller à un dîner avec, Bachar el-Assad, ni Hafez el-Assad, son père. C'est une dictature, mais c'est quand même une dictature laïque et c'est beaucoup mieux que les dingues qui arriveraient au pouvoir». Il faut quand même rappeler que c'est Daesh, ou des autres groupes islamistes, que ici, car on s'était mis en l'OTAN et l'Occident, les États-Unis voulaient renverser Bachar el-Assad, comme ils ont renversé Kadhafi, ont dû emballer tout ça et donc on a transformé en combattants de la liberté. Ce que je préférais, c'était les rebelles modérés, rebelles entre guillemets modérés, des gens qui ne sont pas du tout recommandables et qui sont toujours à Idlib, moitié entretenus par la Turquie, moitié utilisés comme levier par la CIA pour, comme épine dans le jeu russe et pour nuire, enfin gêner Bachar el-Assad. Ah, voilà, ils se sont réactivés et la Libération, et comme toute une série de médias, ne manqueront pas, comme tu l'as souligné, de dire que ce sont les rebelles modérés. Voilà, j'aimerais bien que les rebelles modérés de ce type-là viennent dans leur salon juste une heure pour voir à combien ils sont modérés, tous ces gens-là. Euh, non, donc, et on va suivre cette affaire. Est-ce que c'est une tentative nouvelle de renversement de Bachar el-Assad? Je ne sais pas. On va voir. Voilà, et pour introduire donc notre, invité, donc Régis Le Sommier, je vais te permettre de te lancer sur un sujet que tu vas pouvoir continuer avec lui. C'est, cette offre de DCI à Sébastien Lecornu de s'engager sur le sol ukrainien. Heu, donc alors attendez, je partage l'écran et donc effectivement, on découvre donc dans la lettre que, bah, certains, pourraient envoyer des groupes de mercenaires français, en pour opérer donc, notre matériel puisque comme tu le ne cesses de le répéter, notre matériel, du moins ce qu'on envoie en Ukraine, n'est pas opéré par les soldats ukrainiens, mais bien par, Non, ça dépend quel matériel, Pedro. oui, Les canons César sont opérés par des Ukrainiens qui sont formés à Biscarrosse, par exemple. Ils sont mmh, formés par les artilleurs français, il n'y a aucun problème. Non, je parle bien des missiles Scalp. oui, tout à fait, mais Comme les Storm Shadow, il faut être précis parce que sinon personne ne comprend rien. Donc nous, on va faire l'effort de continuer d'être précis. On parle spécifiquement de ces missiles qui impliquent une intervention soit de militaires en active, soit de gens qui font partie de nos services et qui sont undercover, soit de très récents retraités ou faux retraités des armées de l'OTAN pour manœuvrer ces missiles très spécifiques qui doivent être codés et les Ukrainiens ne savent pas le faire. Et de toute façon, ils sont guidés par du matériel de renseignement et satellitaire OTAN.